지금 우리 국회는 범죄자 집단의 소굴이 되었고 입법 독재를 통해 국가의 사법 행정 시스템을 마비시키고 자유민주주의 체제의 전복을 기도하고 있습니다. 친애하는 국민 여러분, 저는 북한 공산 세력의 위협으로부터 자유 대한민국을 수호하고 우리 국민의 자유와 행복을 약탈하고 있는 파렴치한 종북 반국가 세력들을 일거에 척결하고 자유 헌정 질서를 지키기 위해 비상계엄을 선포합니다. Une nuit comme on en avait rarement vu. Le président de la Corée du Sud, Yoon Suk-yeol, a complètement perdu son sang-froid. Dans la nuit du 3 décembre, Yoon a soudainement déclaré la loi martiale d'urgence dans tout le pays. Le président sud-coréen Yoon déclare la loi martiale. Par moments, l'avenir démocratique de la Corée du Sud a vraiment été en danger. Les amis, on parle ici d'une tentative de coup d'État en bonne et due forme. Pas de demi-mesure ni de subtilité. Une tentative qui pourrait bien envoyer ce président devant les tribunaux et peut-être même en prison. Et plus tôt qu'on ne le pense. Cela dit, c'est un coup mal organisé, sans queue ni tête, où beaucoup de hauts gradés de l'armée ont découvert ce qui se passait à la télévision. Quoi qu'il en soit, c'est la première fois qu'une loi martiale est déclarée en Corée du Sud depuis celle proclamée après l'assassinat du président Park Chung-hee le 27 octobre 1979. 45 ans plus tard, et bien sûr, la situation d'aujourd'hui est complètement différente. Et oui, c'est vrai que la politique en Corée du Sud a toujours un petit côté K-drama, mais cette fois-ci, le président a franchi toutes les lignes rouges. Je n'arrive pas à croire que je vois une déclaration de loi martiale de mon vivant. Choc et confusion chez les Sud-Coréens. La loi martiale implique la suspension des droits politiques, de la liberté de la presse, des associations politiques et du droit de manifester. Dans ce cas précis, on a même tenté de suspendre le Parlement. C'est pour ça qu'on a vu des images de soldats arrivant à l'Assemblée nationale. Avec la déclaration de la loi martiale, les forces armées ont obtenu des pouvoirs spéciaux pour arrêter, fouiller et perquisitionner n'importe quel citoyen sans avoir besoin d'un mandat judiciaire. On parle d'une folie qui a pris tout le monde par surprise et qui en plus, selon la propre loi martiale sud-coréenne, a été déclarée de manière totalement illégale. Pourquoi? Parce que aucune des conditions prévues par la loi pour instaurer la loi martiale n'était remplie. Regarde un peu. La loi martiale d'urgence peut être déclarée par le président en cas de belligérance ou de troubles graves de l'ordre social qui entravent considérablement le fonctionnement des fonctions administratives et judiciaires de l'État en temps de guerre, d'incidents ou d'autres urgences nationales équivalentes. Article 2.2 de la loi martiale de Corée du Sud. Évidemment, en Corée du Sud, en ce moment, il n'y a ni guerre active, ni incident équivalent, ni urgence nationale. Alors comment est-il possible que le président se soit lancé dans une telle folie ? Dans cette vidéo, on va pas seulement te raconter ce qui s'est passé pendant cette nuit tendue, qui entrera probablement dans les manuels d'histoire de la Corée du Sud, mais on va surtout essayer de comprendre ce qui a conduit à cette situation si lamentable. Une situation qui, au grand plaisir de Beijing et de Pyongyang, a mis en péril tout le cadre constitutionnel et démocratique de la Corée du Sud. On est face à une décision grave, très grave même, d'un président totalement acculé. Mais pourquoi Yoon Suk-yeol a-t-il décidé de mettre en danger la démocratie de son pays? Qu'est-ce qui a poussé le président à prendre une décision aussi radicale? On va tout expliquer dans cette vidéo, mais d'abord j'aimerais signaler que vous n'êtes que 17% à être abonnés. Donc si vous voulez lui faire plaisir et à moi aussi, pensez bien à vous abonner, à liker et à partager. Et puis si vous avez envie de taper la discussion, vous pouvez écrire un commentaire ou nous envoyer un DM sur Insta. Allez, c'est parti maestro, lance l'intro. Les amis, la déclaration de la loi martiale par le président sud-coréen n'a rien eu d'une plaisanterie. D'abord, on va te raconter ce qui s'est passé exactement. Et ensuite, on entrera dans le pourquoi et le comment de cette situation totalement délirante. Ce que je vais te raconter ici, ce sont les faits, tels qu'ils se sont déroulés il y a à peine quelques heures. Peu avant 23h, le 3 décembre, le président Yoon a pris tout le monde de court en annonçant la déclaration de la loi martiale. D'après ses propres mots, son objectif était de défendre la Corée du Sud contre les menaces des forces communistes nord-coréennes et d'éradiquer les forces pro-nord-coréennes et anti-étatiques qui, selon lui, saccageaient la liberté. Mais de qui parle-t-il exactement? Principalement de l'opposition. Le plan du président, suspendre les fonctions de l'Assemblée nationale qui est justement contrôlée par l'opposition. Et ensuite, mystère. Personne ne le sait vraiment, mais bon, probablement rien de bon en perspective. On peut imaginer que le raisonnement du président était quelque chose comme « Le Parlement me soutient pas, je vais déclarer l'état de loi martiale et suspendre ses activités, et ils vont voir qui commande en Corée. » À partir de là, ce qu'on a vu était totalement hallucinant.
Peu après cette déclaration, le général de l'armée Park Han-soo, nommé commandant de la loi martiale, a publié un décret en 6 points suspendant la liberté de la presse, les libertés politiques et même l'activité du Parlement, alors que des dizaines d'unités des forces spéciales de l'armée ont débarqué en hélicoptère dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, encerclant et isolant le bâtiment. Certains soldats sont même entrés de force en brisant des fenêtres, une scène marquante qui restera gravée dans l'histoire pour des années. En quelque sorte, on peut dire qu'il s'agit du 6 janvier de la Corée du Sud, mais sous stéroïdes. À l'intérieur de l'Assemblée, c'était une ambiance de tension extrême. Beaucoup ont improvisé des barricades avec des tables et des chaises pour bloquer les portes et empêcher l'armée d'atteindre la salle de vote. Pourquoi? Parce que 190 députés, dont le président de l'Assemblée nationale Woo Won-sik, avaient réussi à se réunir dans la chambre. Peu après minuit, le président de l'Assemblée a convoqué une session d'urgence avec un seul objectif: annuler cette loi martiale illégale. Les 190 députés présents sur les 300 que compte l'Assemblée ont voté à l'unanimité pour abroger le décret présidentiel. Et c'est là que tout a basculé. Si les militaires respectaient la décision de l'Assemblée, comme l'exige la loi sud-coréenne, tout rentrerait dans l'ordre. Sinon, personne ne sait ce qui aurait pu arriver. Heureusement, les militaires ont quitté l'Assemblée et peu après 4 heures du matin, tous étaient de retour dans leur caserne. On parle ici d'une tentative de coup d'État si mal conçue que même le parti du président, le parti du pouvoir populaire, ne l'a pas soutenu. Le leader du parti, Han Dong-un, s'est opposé fermement dès le départ et a même appelé à confronter la décision du président. Les militaires sont entrés dans l'Assemblée nationale. Nous ne devons pas sympathiser avec la loi martiale anticonstitutionnelle ni la soutenir. Han Dong-un, leader du parti au pouvoir, le parti du pouvoir populaire. Pendant 155 minutes, tout le pays et une bonne partie du monde ont retenu leur souffle. Le won sud-coréen, la monnaie locale, s'est effondré à son plus bas niveau depuis 2009 et les marchés financiers ont suivi la même tendance. Même si le Parlement a agi très rapidement pour stopper la folie du président, la loi martiale ne pouvait pas être levée automatiquement. L'incertitude a donc duré un peu plus longtemps. Pourquoi ? Parce que c'est au président qu'il revenait de convoquer à nouveau le Conseil d'État pour officialiser la suspension de la loi martiale. Les heures passaient et ce moment se faisait attendre. Jusqu'à ce que, finalement, comme je te l'ai dit, vers 4 heures du matin, Yoon Suk-yeol apparaisse à la télévision. 조금 전 국회의 계엄 해제 요구가 있어 계엄 사무에 투입된 군을 철수시켰습니다. 바로 국무회의를 통해 국회의 요구를 수용하여 계엄을 해제할 것입니다. 다만 즉시 국무회의를 소집하였지만 새벽인 관계로 아직 의결 정족수가 충족되지 못해서 오는 대로 바로 계엄을 해제하겠습니다. Au total, cette situation aura duré environ 5 heures. C'est le temps qu'a duré la tentative de coup d'État du président Yoon. Une tentative pour contourner un parlement qu'il ne contrôle pas et qui rend son programme politique très difficile, voire impossible à mettre en œuvre. Mais et si je te disais que le blocage parlementaire de l'opposition n'est pas la seule raison pour laquelle Yoon a perdu la tête et a tenté un coup de force? On va maintenant te raconter la véritable histoire derrière tout ça. Une histoire qui couvait depuis un moment et qui a fini par exploser cette nuit-là. Reste bien attentif. La preuve d'amour ultime. À ce stade, beaucoup d'entre vous se demandent sûrement quelle a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, poussant le président sud-coréen à tenter un coup d'État, ou plutôt un autocoup, en pleine année 2024. La limite pour Yoon semble avoir été la coupe dans le budget public pour 2025, annoncée il y a quelques jours par l'opposition. Un affrontement à l'Assemblée se profile alors que l'opposition pousse au vote sur une réduction budgétaire de 4 trillions de won. La coupe budgétaire inclut une réduction de 20 milliards 900 millions de won des fonds confidentiels du gouvernement de Yoon. Les fonds confidentiels, c'est de l'argent réservé à des dépenses secrètes que les agences gouvernementales peuvent utiliser pour des activités de surveillance liées à des crimes graves nécessitant une stricte confidentialité. Selon le gouvernement de Yoon, cet argent sert par exemple à lutter contre les crimes liés à la drogue, les cybercrimes et d'autres délits sexuels numériques impliquant des deepfakes, un phénomène en pleine expansion. C'est justement pour cela que, comme on l'a vu au début de la vidéo, dans sa déclaration de loi martiale, le président qualifiait l'Assemblée nationale de repère de criminels. Selon lui, l'opposition bloque sa lutte contre la drogue et les crimes sexuels simplement pour affaiblir son pouvoir. Et le pire, c'est que sur cette décision de l'Assemblée, il ne pouvait pas exercer son droit de veto présidentiel, un pouvoir qui existe en Corée pour certains cas et que ce président a déjà utilisé à plusieurs reprises pour servir ses intérêts personnels et familiaux. Et attention, les choses vont encore s'intensifier.
Yoon oppose son veto à 3 projets de loi, dont une enquête spéciale visant la première dame. C'est la 11e fois que Yoon utilise son droit de veto depuis son entrée en fonction en mai 2022, portant à 24 le nombre total de projets de loi rejetés dans un contexte de tension continue entre l'Assemblée nationale, contrôlée par l'opposition, et le président Yoon. Il est vrai que le gouvernement de Yoon n'a eu aucune marge de manœuvre face à l'Assemblée. L'opposition n'a cessé de mettre des bâtons dans les roues à son agenda politique. Ils ont même tenté 22 procédures d'impeachment contre des responsables nommés par son administration. Et ça ne s'est pas amélioré, bien au contraire. Rien que depuis juin dernier, on compte déjà 10 motions de ce type. Mais les amis, c'est ça la démocratie. Les conflits politiques doivent se résoudre au sein des institutions démocratiquement élues. Si t'as pas le soutien des institutions, tant pis pour toi. Et ça, Yoon l'a manifestement oublié. Et justement, une manœuvre récente du Parti démocratique, le principal parti d'opposition, a certainement mis le feu aux poudres, puisqu'ils ont réussi à destituer à la fois le chef de la commission d'audit et d'inspection de l'État, ainsi que 3 procureurs qui avaient innocenté l'épouse du président, Kim Kyung-hee, dans une affaire présumée de manipulation boursière. Et oui, les amis, dans cette histoire, l'amour joue un rôle central. En fait, c'est probablement la raison principale de tout ce qu'il s'est déroulé. Oui, l'amour. La première dame est mêlée à des scandales depuis pratiquement l'accession de Yoon à la présidence. On parle de scandales en tout genre, des affaires relativement légères à d'autres bien plus graves. Parmi les moins graves, on trouve par exemple des accusations de plagiat dans sa thèse de master, ou encore des rumeurs selon lesquelles elle aurait menti sur son passé d'hôtesse dans un club nocturne. Mais du côté des accusations plus sérieuses, on parle de manipulation boursière. Kim et sa mère auraient tiré d'énormes profits en manipulant les prix des actions de Dodge Motors, une entreprise d'importation en Corée du Sud. D'ailleurs, regarde cette affaire de plus près. Un fraudeur lié à Dodge Motors a qualifié le président de V1 et la première dame de V2. Et c'est pas fini, la première dame est également accusée d'avoir reçu un pot de vin présumé de la part d'un pasteur coréano-états-unien en septembre 2022, peu après que Yoon ait pris ses fonctions de président. Et ça évidemment, c'est tout ce qui a filtré. Dans cette affaire, Kim a été secrètement filmé en train d'accepter un sac Christian Dior d'une valeur de plus de 2200 $ offert par ce pasteur. Ces images ont même été publiées sur YouTube, ce que le président a qualifié de piège tendu par l'opposition. Le problème, c'est que les scandales autour de son épouse n'ont jamais cessé. Ils étaient constants, comme un goutte-à-goutte interminable. Et avec les élections législatives de 2024 qui approchaient, les membres du parti au pouvoir populaire ont commencé à s'inquiéter. Alors que faire ? En février 2024, le parti a forcé Yoon à accorder une interview préenregistrée d'1h30, censée dissiper toutes les accusations contre son épouse grâce à des explications claires et détaillées. Le résultat, il a parlé du sujet pendant seulement 7 minutes, de façon vague, évasive, laissant le public encore plus perplexe qu'au départ. Et c'est pas fini. Le bureau présidentiel a tout fait pour bloquer une enquête formelle contre la première dame. Comment ? Grâce au droit de veto. Comme on l'a vu, Yoon a utilisé son veto à 3 reprises pour empêcher un projet de loi de l'Assemblée nationale visant à ouvrir une enquête spéciale sur son épouse. Pour lui, tout ça c'est qu'une chasse aux sorcières politique. L'opposition veut le renverser et utilise la personne qu'il aime le plus, son épouse, comme arme politique. Mais bien sûr, on peut se poser une question. S'il est si sûr que Kim est innocente, qu'elle n'est pas corrompue et qu'elle n'a pas commis de délit économique, pourquoi autant d'efforts pour empêcher une enquête ? Les avis divergent sur ce point. Ce qui est sûr, c'est qu'avec tous ces scandales et une gestion politique qui, soyons honnêtes, n'a produit que très peu de résultats, il n'est pas étonnant que le taux de popularité de Yoon soit catastrophique, et ce depuis le début de sa présidence. Pour te donner une idée, le président Yoon a atteint son pic de popularité en juin 2022, 1 mois et demi seulement après son entrée en fonction, avec 53% d'approbation. Depuis, les choses n'ont fait qu'empirer. Les scandales se sont enchaînés sans répit, et aujourd'hui, la grande majorité des Sud-Coréens le rejettent presque totalement. Tu penses que j'exagère ? Regarde ça. La cote de popularité de Yoon chute à 19% d'après un sondage Gallup. Le dernier sondage d'opinion montre que 71% des Sud-Coréens désapprouvent le président, tandis que seulement 19% lui accordent leur soutien. Ce sont des taux absolument intenables pour n'importe quel chef politique. Bien sûr, comme on l'a déjà dit, les scandales autour de sa femme y sont pour beaucoup, même si ce n'est pas la seule raison. Parmi les autres motifs évoqués par les sondés pour critiquer Yoon, on trouve sa gestion économique et sa politique étrangère. Mais alors, qu'est-ce que le gouvernement fait de si mal pour que le président suscite un tel niveau de haine ? En réalité, il y a plusieurs fronts ouverts qui ont contribué, et pas qu'un peu, à sa terrible décision de tenter un coup d'État. Pour commencer, une grève médicale gigantesque et interminable.
Depuis 10 mois, les médecins en formation sont en grève contre le plan du gouvernement d'augmenter le quota annuel d'admission en faculté de médecine de 2000 étudiants par an pendant les 10 prochaines années. Plus de 12 000 médecins en formation ont quitté leur poste, rejoints par les professeurs de médecine. Et là, tu te demandes où est le problème? Pourquoi ce serait une mauvaise chose d'augmenter le nombre d'étudiants en médecine pour avoir plus de médecins? Franchement, ça n'a pas l'air d'être une si mauvaise idée. L'objectif du gouvernement sud-coréen est de préparer le pays à l'avenir. Rappelle-toi que la Corée du Sud a une population de plus en plus âgée et le taux de natalité le plus bas au monde. Pour te donner une idée, en 2023, le taux de natalité en Corée du Sud était de seulement 0,72 enfants par femme, très loin du seuil de remplacement de 2,1 enfants. En clair, le pays se dirige vers un effondrement démographique qui va exploser les coûts de santé et nécessiter beaucoup plus de médecins et de professionnels pour s'occuper des personnes âgées. En plus, il y a de moins en moins de médecins dans les zones rurales où les salaires sont plus bas et où la pratique est beaucoup moins lucrative que des spécialités comme la chirurgie esthétique. Oui, les Sud-Coréens en raffolent, mais genre vraiment. Ceci dit, au lieu d'augmenter les quotas, les médecins demandent des augmentations de salaire et une refonte complète de la planification du système de santé. Bref, toujours la même histoire. Le problème, c'est que cette grève a engendré une crise sanitaire sans précédent. Pour te donner une idée, il n'y a pas longtemps, une étudiante universitaire a fait un arrêt cardiaque. Pourtant, un hôpital situé à seulement 100 mètres a refusé de la prendre en charge. Et c'est pas un cas isolé. Beaucoup de malades se sont vus refuser des soins, même dans les services d'urgence, simplement parce que le personnel était en grève. Alors, petit aparté, si vous voulez un aperçu de ce que c'est de travailler dans des urgences, je vous invite à regarder la série Hippocrate sur Canal+, qui est excellente et qui montre bien à quel point le personnel hospitalier, médecins comme infirmières, ont la vie dure et assument des sacrifices pour notre bien-être. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Revenons à la Corée du Sud. Le plus ironique, c'est qu'au début, la majorité des Sud-Coréens soutenaient le plan du gouvernement. Mais les conséquences de la grève et la crise sanitaire ont fini par inverser complètement la tendance. Et justement, c'est dans ce contexte qu'un des points du décret de la loi martiale invoqué par le président déclarait exactement ceci. Tout le personnel médical, y compris les internes en grève ou ayant quitté leurs postes médicaux, doit reprendre ses fonctions dans les 48 heures et servir avec diligence. Les contrevenants seront sanctionnés conformément au décret sur la loi martiale. Point 5 du décret sur la loi martiale. Et ce n'est pas tout. Les Sud-Coréens reprochent également au président la mauvaise gestion des relations avec la Corée du Nord et son acharnement à contrôler la presse. Tu veux un exemple concret? Écoute ça. Lors d'un vol présidentiel où des journalistes accrédités étaient présents, un micro ouvert de la chaîne sud-coréenne MBC a capté le président en disant ceci. Et si ces salauds au Parlement n'approuvent pas, Biden serait embarrassé. Président Yoon Suk-yeol capté sur un micro ouvert. Et tu sais ce qui s'est passé ensuite? Ce président, qui aime tant se présenter comme un défenseur du libéralisme, a décidé de punir la chaîne MBC pour avoir révélé ses propos. Yoon a interdit à certains journalistes de la MBC, accrédités auprès de la présidence, de reprendre place à bord de l'avion officiel. Une sanction pour avoir parlé, pour avoir fait leur métier. Et attention, c'est pas un cas isolé. L'obsession de Yoon pour contrôler la presse a fait chuter la Corée du Sud à la 62e place dans le classement mondial de la liberté de la presse en 2024. En 2022, l'année où Yoon a pris ses fonctions, le pays était 43e, une chute de 19 places en seulement 2 ans. Même le nord-coréen Kim Jong-un est fier de lui. Les amis, ce qu'on t'a raconté ici n'est qu'une petite partie des nombreux scandales qui ont marqué la présidence de Yoon. Des scandales qui ont créé un climat politique irrespirable en Corée du Sud. Et oui, il est aussi vrai que l'opposition a été extrêmement dure, ce qui a provoqué un affrontement brutal et permanent entre les deux pouvoirs de l'État, l'exécutif contrôlé par Yoon et le législatif qui, depuis qu'il est président, est dominé par l'opposition. Alors, se sentant acculé et cherchant à tout prix à empêcher les enquêtes sur sa femme, Yoon a pensé que la meilleure idée était de tenter un coup d'État. Pourquoi faire au juste? On ne sait pas vraiment. Pour convoquer de nouvelles élections législatives, ça n'a aucun sens, il les perdrait à coup sûr. Rappelle-toi que sa cote de popularité est au plus bas et que son parti a déjà essuyé un revers cuisant lors des législatives d'avril dernier. Alors peut-être pour interdire certains partis sous prétexte qu'ils sont pro-nord-coréens, là encore c'est peu probable parce qu'il aurait besoin de l'aval de la justice. Sauf bien sûr s'il envisageait de suspendre complètement le cadre constitutionnel. Mais si c'était pas le cas, alors quel était exactement son objectif avec ce tour de force? Franchement, personne ne le sait vraiment et presque personne ne comprend. Pour beaucoup, c'est un acte de désespoir, de colère et finalement une perte totale de sens commun. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, Yoon Suk-yeol est désormais totalement discrédité pour rester président. S'il ne démissionne pas, l'opposition a déjà annoncé qu'elle entamerait cette semaine une procédure d'impeachment pour obtenir sa destitution immédiate. Et vu que même son propre parti ne le soutient plus, il est clair que ce président n'a plus aucun avenir.
Démission immédiate. S'il ne démissionne pas, le processus de destitution sera lancé. Ce que Yoon a décidé de faire n'a pas seulement mis en danger la démocratie sud-coréenne, mais a aussi placé les forces armées dans une position extrêmement délicate. L'image de soldats envahissant le Parlement a ravivé les souvenirs du passé sombre des dictatures militaires. Les forces armées sud-coréennes travaillent depuis des décennies pour se détacher de leur image d'outils d'un régime autoritaire, d'exécutrices de crimes terribles comme les massacres de Gwangju en 1980, où entre 600 et 2300 personnes ont été tuées. Et voilà qu'aujourd'hui, on revoit des soldats encercler l'Assemblée nationale. Le niveau d'irresponsabilité démontré par le président rend son maintien au pouvoir tout simplement impossible. Que ce soit par démission ou destitution, il ne reste plus qu'à attendre sa chute. Et en attendant, c'est à toi que je pose la question. Est-ce que tu penses que la polarisation politique en France pourrait mener à des épisodes aussi graves que celui qu'on a vu en Corée? Dis-nous ce que t'en penses dans les commentaires, on espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense bien à t'abonner, à liker et à partager. Et nous, on te dit à très vite. À ciao, bonsoir.